Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va revenir sur le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1. Ça sera un débrief un peu plus rapide que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on va pas parler de tous les pilotes. On verra, même si c'est un format qui vous intéresse plus que le format où je parle de tous les pilotes. Je mettrai mes notes dans l'onglet description de la vidéo, mais on va pas parler de tous les pilotes. On va faire un top flop, voilà, et bilan des bleus. Un peu plus qui ressemble à ce que je fais du côté du cyclisme que ce que je propose du côté de la Formule 1 habituellement. On parlera également de deux sujets importants de ce Grand Prix. On commence tout de suite, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me parler, qu'on débatte d'un pilote dont je ne parlerai pas aujourd'hui, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur une des notes que j'aurais mis dans la description. Et puis du côté des abonnements, n'hésitez pas également à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos F1 ou cyclisme, en ce moment grosse période de Tour de France, et puis n'hésitez pas à rajouter toutes les notifications, ça c'est ce qu'on appelle le Saint Graal. Grand Prix de Grande-Bretagne, Grand Prix de Grande-Bretagne qui a été très animé sur le circuit de Silverstone. Déjà, pourquoi animé sur le circuit de Silverstone? Parce que quand on a un vrai circuit, c'est quand même beaucoup plus fun. Deuxièmement, on a enfin compris l'intérêt du règlement 2022. On l'avait un peu compris du côté de Jeddah, mais on avait eu peur. Le Canada, l'Azerbaïdjan, Monaco, par exemple, l'Espagne n'avaient pas été des Grands Prix hyper fun. Les notes de Grand Prix même n'avaient pas été excellentes pour toutes ces courses-là. Là, on a eu une super course. Et pas simplement dû au crash, on va dire, du premier tour, mais on a vu des voitures qui pouvaient suivre dans les courbes rapides. Et ça, excusez-moi de vous le dire, avec la réglementation de l'année dernière, c'était impossible à Silverstone de se coller comme ça à Beckett, à Chapelle, dans tous ces courbes rapides. Et là, on a vu l'intérêt de ce règlement 2022. On peut se suivre beaucoup plus facilement. Hamilton, pendant les 15 derniers tours, il était tout le temps collé avec une voiture derrière, devant lui. Et pourtant, ses pneus n'ont pas explosé, surchauffé, cloqué dans tous les sens. Parce que le règlement est beaucoup mieux fichu. Et donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Et je voulais le signaler. On a eu une super course. Un week-end fantastique. Avec des conditions mitigées, un public encore une fois à Silverstone exceptionnel. C'est-à-dire le public britannique a encore été incroyable en termes de ferveur, d'ambiance. Là, on n'était pas obligé de remonter les micros comme un Bahreïn en début de saison. Donc ça a été vraiment une course très bien, avec un beau vainqueur, un nouveau vainqueur en Grand Prix, deuxième vainqueur espagnol de l'histoire de la Formule 1. Et puis un Ferrari qui s'est encore planté en termes de stratégie, Verstappen qui a connu son premier couac de la saison. En plus on a quand même pas mal de choses à dire. Je suis presque frustré que ça tombe pendant la Formule 1 et que voilà, je suis obligé de faire un débrief un peu différent. Parce que c'est vrai que là on aurait pu faire un débrief d'1h30 facile, vu le nombre de choses qui s'est passé pendant ce Grand Prix. On va commencer par le premier truc qui fâche. C'est l'affaire Nelson Piquet. Au mois d'octobre dernier, Nelson Piquet a eu des propos racistes, dont on ne citera pas la teneur de ses propos, lors d'un podcast. Ça a été relayé seulement maintenant, la semaine avant le Grand Prix de Silverstone. La concordance des temps est parfois assez troublante. Et on a été dans une situation compliquée, surtout qu'il y a déjà eu l'affaire Jüri Vips, ce pilote de F2, qui poursuit sa carrière pour le moment avec Hightech, mais qui a été viré du giron Red Bull après des propos racistes et homophobes. Souvent ça va ensemble, vous allez me dire. Du côté de Piquet, je suis pas surpris des propos de Nelson Piquet. J'ai été assez surpris que les gens soient surpris en fait. Nelson Piquet est un con, mais depuis des années. Bon. Nelson Piquet est triple champion du monde. Pourquoi Nelson Piquet n'a pas la même aura que Niki Lauda, que Sébastien Vettel, que Graham Hill, que Jackie Stewart, qu'Alain Prost, qu'Ayrton Senna, que tous ces pilotes qui sont, on va dire, très proches en termes de titre de champion du monde?
Pourquoi il a une aura similaire, j'irais presque à Keke Rosberg. Et encore, même Keke Rosberg a plus d'aura que lui. Pourquoi presque personne, peu de gens, on va dire, des fans récents de la F1, le connaissent. Et ont appris qu'il existait au moment de la découverte de cette affaire. Tout simplement parce que c'était un con. Nelson Piquet, il a été champion du monde en F1 déjà grâce à Bernie Ecclestone, il faut le dire, les 2 premières fois. Heureusement que Brabham à ce moment-là était largement au-dessus du lot, et heureusement aussi que Renault avait fait des erreurs avec Prost. Il a fait perdre un titre de champion du monde à Williams quand même. C'est-à-dire que le 2e titre de Prost, normalement c'est soit Mansell, soit lui qui doit le remporter. Sauf qu'il a tellement tiré dans les pattes de Mansell pendant toute la saison qu'ils ont perdu le titre. En Australie, c'est Prost qui les a niqués lors du dernier Grand Prix. Alors l'année d'après, il remporte son 3e titre de champion du monde. Chez Benetton, ça a été une catastrophe. C'est le premier à avoir quand même vraiment souffert de la comparaison face à Michael Schumacher à l'époque, qui était pourtant débutant en Formule 1. Il s'est fait fracasser la gueule par Schumacher. Il s'est fait virer par Briatore. Je pense que c'est même pour ça que l'affaire du Crashgate a été dévoilée, parce que Piquet voulait défoncer Briatore qui l'avait viré à l'époque. Mais Nelson Piquet a toujours été quelqu'un d'affreux. Et Nelson Piquet raciste, pour moi, c'est pas une surprise. Je rappelle que Bolsonaro voulait qu'on aille sur le circuit qui porte son nom. Quand t'es un proche de Bolsonaro, c'est que t'es pas forcément antiraciste. Donc, moi, j'ai été surpris que les gens soient surpris. Vraiment. Et est-ce qu'on doit donner la parole à ces anciennes gloires de la Formule 1 pour qu'ils parlent de la F1 ? Je suis pas sûr. Voilà, moi je le dis. Par exemple, les gens sont assez critiques avec Villeneuve cette année, mais moi je vous le dis. Je comprends aussi que Villeneuve soit un petit peu en difficulté parce qu'il a quitté la F1 il y a 10 ans, 15 ans. Alors oui, vous avez des gens qui se remettent à niveau. Je pense à Franck Montagny. Villeneuve, pas top. Voilà. Mais au bout d'un moment, il faut laisser la main. Ça, on en a parlé avec Cyril Guimard du côté du cyclisme. À un moment, faut laisser la main, quoi. Et je suis pas sûr que oui, c'est un intérêt qu'on laisse à chaque fois la parole à ces anciennes stars. Surtout, encore une fois, Piquet, je suis pas surpris par ses propos, quoi. Il y a un moment... et puis, sur l'affaire Piquet, par contre, j'ai été très gêné, c'est par la manière dont la FIA a fait son communiqué en ne citant jamais son nom. Je trouve que ça aurait eu plus de poids si on avait cité son nom. La réaction de Verstappen et de la famille Piquet, là aussi, et de Red Bull, ça a été... Alors, Verstappen, tu peux quand même comprendre un petit peu, la situation est compliquée avec son beau-père. Par contre, Red Bull, non. Red Bull, non. Donc, Red Bull aurait dû faire aussi un communiqué. Qu'on arrête les clivages entre équipes quand on a ce genre de problème. Voilà. Et je trouve que Red Bull n'a pas été intelligent. J'ai aimé la réaction d'Hamilton, qui n'a pas rajouté de l'huile sur le feu, qui a une réaction très mature. Et autant Verstappen, je peux comprendre encore une fois, la situation est compliquée. Même si, du côté de Verstappen, je crois qu'à une époque, il soutenait des députés d'extrême droite des Pays-Bas, à une époque. Mais tu peux comprendre que c'est compliqué, c'est son adversaire presque numéro 1 de l'année dernière. Bon, voilà, c'est pas ça. Par contre, Red Bull, je suis désolé, Red Bull aurait dû avoir des propos beaucoup plus secs. Et le communiqué était affreusement... ce communiqué était ridicule. Et même Christian Horner, je trouve, dans sa gestion de l'affaire, était ridicule. On va revenir sur l'accident. L'accident de Zhou. Premier virage de ce Grand Prix. Accident très spectaculaire. Avec un Zhou qui s'en sort vraiment miraculeusement. Dommage pour Zhou, qui jusqu'à maintenant, en plus, faisait un week-end très solide. En devançant Bottas en qualification, en ayant vraiment, il aurait pu vraiment être dans les points en course. C'est un fait de course, Russell,
on va dire, est un peu plus responsable du crash, mais pour moi, c'est un fait de course. Voilà, on est sur une phase de départ, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il referme, il resserre un petit peu. Je pense qu'il ne voit pas qu'il y a Gasly, il voit juste qu'il y a un trou entre lui et Tsunoda. Il se dit, il faut que je referme le trou. Il a peut-être pas regardé dans ses rétros à ce moment-là, mais c'est un dixième de seconde encore une fois. Derrière, les conséquences sont énormes pour Zhou. Ce qui me choque dans ce crash, c'est l'arceau qui a pété. L'arceau ne doit pas exploser. C'est vraiment, là, on peut dire que le Halo a joué un rôle important dans ce crash-là quand même. Même si ça m'a énervé, notamment, je peux vous dire qu'il y en a un qui va prendre cher aujourd'hui, c'est Emmanuel Touzo, qui je crois fait les pistonnés sur Twitch. Il faut savoir que c'est une émission que je ne regarde pas, mais qui fait les pistonnés sur Twitch, je crois. Quand il dit le Halo a encore sauvé des vies. Et heureusement qu'il y avait le Halo. Soi-disant, les autres inventions d'avant en termes de sécurité, ça n'a servi à rien. La sécurité en F1, c'est une évolution. Ce n'est pas un seul élément qui sauve la vie des pilotes. Ce sont plusieurs. S'il n'y a pas le système Hans, il meurt avec un coup du lapin. Si il n'y a pas les casques nouvelle génération, peut-être il meurt parce que le casque ne résiste pas. Les roues attachées à la carrosserie, ça lui a peut-être sauvé la vie aussi, avec les sangles. Donc arrêtons de dire que le Halo sauve tout. Il n'y a pas eu, avant le Halo, les gens sortaient vivants des crashs aussi. Et en plus, je voudrais dire quand même que pourquoi on a mis autant de temps à extraire Zhou de sa voiture, de sa carcasse, c'est aussi parce qu'il y avait le Halo. Il était complètement bloqué dans la voiture et pour l'extraire, ça renforce sa difficulté. Et imaginons que la voiture s'enflamme suite au choc, il ne peut pas sortir de sa voiture. S'il est dans la même situation que Romain Grosjean, là il aurait été complètement bloqué dans la voiture. Ça serait bien qu'on ait un système peut-être pour éjecter rapidement le Halo. C'est genre sur un bouton sur le cockpit ou enfin je sais pas, avoir un système qui permette de démonter rapidement le Halo pour pouvoir extraire rapidement un pilote en moins d'une minute, 1 minute 30 et pas attendre 35 minutes pour pouvoir extraire le pilote. Parce que là, si la bagnole était enflammée, c'était une catastrophe. Et déjà, je vous dis, 1 minute, c'est déjà beaucoup si la bagnole est en flamme. Hein. Vous pouvez être mort carbonisé. Là, on a eu du pot quand même que la voiture s'enflamme pas. Parce que pour le sortir de la voiture, ça aurait été impossible. Donc le Halo, c'est bien. Là, ça lui a protégé la tête, certainement. Mais il ne faut pas négliger l'aspect aussi que ça vous bloque dans la voiture. Et que c'est beaucoup plus difficile de vous extraire. Mais là, ça fait partie des éléments qui lui ont sauvé la vie. Ça, c'est clair et net. Que sinon, le casque aurait été beaucoup plus endommagé. Mais ça me pose problème quand même, l'arceau qui a pété. Mais je me suis dit ça quand même, après avoir regardé ce choc. L'arceau a peut-être cédé aussi, parce que les bagnoles font 50 kg de plus aujourd'hui. Eh ben oui. Mais un arceau, il résiste beaucoup plus facilement à une bagnole qui fait 650 kg qu'à une bagnole qui en fait 800. Et je ne pense pas, peut-être le FIA a fait une erreur, de ne pas revoir peut-être la résistance de cette pièce mécanique-là. Et ça a eu des conséquences et l'arceau a complètement pété. Ce même Emmanuel Touzo, qui va prendre cher aujourd'hui dans cette séquence, a dit également « Ah, pour moi, il faudrait qu'il n'y ait que du goudron sur la piste. Pour moi, le fait que la bagnole ait été catapultée, c'est le gravier. » Bon. Réaction complètement stupide et sans recul de la chose. Peut-être que la voiture a été également catapultée car elle n'avait plus sa forme d'origine. L'arceau ayant cédé, c'est peut-être ce qui a favorisé également le fait que la voiture se catapulte. Car elle n'avait plus la forme que l'on fait lors d'un crash test habituel. Deuxièmement, croire que c'est le gravier qui l'a fait catapulter, non. Quelles ont été les conditions climatiques pendant tout le... Et croire qu'avec du goudron, elle n'aurait pas été catapultée, elle aurait peut-être été catapultée avec du goudron. Surtout, avec le goudron, le choc aurait été beaucoup plus important.
Parce que la voiture n'aurait pas freiné avec le goudron. Elle aurait glissé. Et le choc dans le mur de pneus aurait été plus violent. Peut-être également que s'il y avait eu le choc dans un mur de pneus, il aurait perdu conscience. Peut-être qu'on aurait dépassé les 70-80 G. Peut-être aussi que la voiture se serait enflammée, comme avec la voiture de Romain Grosjean. C'est peut-être presque une chance qu'il ait été catapulté dans le grillage, car le grillage a encaissé également une grande partie de l'énergie, ce que ne fait pas aussi bien un mur de pneus qui est beaucoup plus rigide. Malgré tout, on aurait préféré qu'il reste dans la piste pour qu'il s'extrait rapidement de la voiture. C'est clair et net. Mais le goudron, ce n'est absolument pas bien. Et je vous le dis, l'accident d'Antoine Hubert, c'est dû au fait qu'il y avait du goudron en haut du radillon. Peut-être que s'il y avait eu du gravier, la voiture serait restée le long du mur de pneus. Ce qui me gêne également avec ces propos-là, c'est donc d'oublier les autres crashs qu'il y a eu dans l'histoire de la Formule 1, mais c'est de également négliger un aspect fondamental. Un aspect fondamental, c'est qu'il y a plusieurs types de gravier. Peut-être que le gravier était trop petit ou trop gros. On en avait parlé notamment sur la vidéo MotoGP de Portimao. Mais pour ça, il ne faut pas regarder qu'une seule discipline aussi, pour comprendre certains problèmes. Mais je pense que le gravier a réagi peut-être de cette manière, et on ne sait encore pas pourquoi la voiture s'est catapultée. Il faudra attendre une décision de la FIA, mais imaginons que ça soit à cause du gravier. Peut-être aussi parce que le gravier était dur, tout simplement parce qu'il a plu pendant tout le week-end. Le gravier, ça marche un peu comme le sable. Plus il pleut, plus il se tasse. Et donc il a peut-être réagi comme du goudron. Et peut-être c'est parce que le goudron était tassé que la voiture a réagi de cette manière, qu'il aurait fallu passer un coup de râteau, un râteau, vous comprenez, essayer un petit peu de détasser ce gravier en le soulevant légèrement, en essayant de le rendre un peu plus sec. C'est peut-être ça qui a été le problème sur l'incident. Mais nous faire croire que le goudron aurait été la solution miracle, ça se saurait. Regardez les accidents Paul Ricard, regardez quelques accidents qu'on a eus ces derniers temps à Monza du côté de la parabolique. Je ne crois pas que ça soit la solution miracle, le goudron, très clairement. Je pense que la solution très intéressante, c'est d'avoir des circuits à l'ancienne avec de l'herbe et surtout du gravier, parce que l'herbe a aussi une capacité à faire accélérer les chocs. Et voilà. Alors le gravier n'est pas la solution miracle, mais de toute manière, la sécurité en F1, c'est un tout. C'est à la fois la voiture et à la fois le circuit. On passe à la note du Grand Prix, j'ai mis 18 sur 20. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce Grand Prix. Notamment, j'ai pris du plaisir parce que le circuit est déjà un super circuit. Aussi parce que les voitures ont pu suivre grâce à la réglementation 2022. Il y a eu des rebondissements. Il y a eu des erreurs également de stratégie, notamment de la part de Ferrari, mais pas seulement. Et qu'on a eu une course avec beaucoup de surprises. Et une course folle. Et forcément, une course folle, ça donne beaucoup de plaisir, mais les 10 derniers tours, vraiment, regardez-les. Parce que c'est depuis longtemps qu'on n'avait pas eu une bagarre comme ça en piste, avec autant de dépassements, autant de bagarres. Vraiment, les 10 derniers tours, j'ai pris un grand plaisir. Mais pourquoi je mets 18 sur 20 ici ? Parce qu'on a eu une grande séance de qualification également, avec le 360 de Verstappen et des qualifications très animées avec la surprise Latifi. Donc c'est un tout, pour moi un week-end de course, et j'ai pris un grand plaisir à regarder ce week-end de Grand Prix. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Pierre Gasly. Bon, j'ai mis 12 sur 20 à Pierre Gasly parce que c'est pas de sa faute, son week-end est quand même absolument pété par Tsunoda. Gasly, je trouve ce week-end, en course, il a pris un très très bon départ. Il a répondu lors des moments importants. Pierre, pendant les 3 séances d'essai, l'AlphaTauri est en grande difficulté. Vraiment, il y a un manque de rythme, on n'arrive pas à trouver les solutions, la voiture ne se comporte pas comme on veut, ça se passe pas bien. Et puis, en qualif, bam, il fait 11. Alors que techniquement, c'était quand même vraiment mal embarqué pour qu'il fasse 11e. C'est presque un miracle. Il répond présent en qualif. Il répond présent en début de course. Il prend un super départ. Après, il y a Tsunoda qui a décidé de défoncer son Grand Prix. Je me dis quand même
qu'il lui reste encore 1 an et demi de contrat, vu qu'il a été prolongé avec AlphaTauri. Ça risque d'être très très long pour lui. Je suis quand même assez inquiet pour la suite de sa carrière en F1, parce que pour moi, il aurait fallu qu'il quitte AlphaTauri cette année et qu'il rejoigne soit McLaren, soit une autre équipe. Je rappelle que ce n'est pas une prolongation voulue par Pierre Gasly, c'est une prolongation automatique de la part du clan Red Bull, qui avait cette possibilité-là au niveau du contrat. Je suis quand même inquiet parce qu'il n'ira pas chez Red Bull. Je pense que, à part si Perez rate complètement sa saison sa fin de saison 2022 et son début de saison 2023, et que chez AlphaTauri, il y a des jeunes pousses qui arrivent du côté des jeunes pilotes Red Bull, notamment Liam Lawson, notamment Isaac Hadjar. Et quel sera son capital, on va dire, en termes d'image en 2023, je ne sais pas si ça sera toujours aussi bon, surtout si l'AlphaTauri reste en difficulté comme cette année. Mais encore plus quand son coéquipier lui pourrit des courses. Mais là, vraiment du côté de Pierre Gasly, que ça soit le contact au départ ou l'incident avec Tsunoda, il est absolument pas, je dirais, responsable des deux accidents. Et pour moi, c'est dommage parce qu'il subit un week-end difficile. Alors que vraiment, ça aurait pu être un week-end très important pour lui. Esteban Ocon, 11 sur 20. Là aussi, j'ai été clément, certains diront, avec la note d'Esteban Ocon, mais c'est dommage, lui, contrairement à Pierre, il n'a pas répondu présent, je dirais, sur les 2 moments importants du week-end, c'est-à-dire en qualif. Il a eu un problème technique, pas aidé par sa machine, et il se qualifie 15e sans pouvoir améliorer son chrono. Et ça, c'est dû aussi aux problèmes mécaniques. Et en course, problème de pompe à essence. Ça fait quand même 2 problèmes de fiabilité encore chez Alpine lors du même week-end. Pour un moteur qui n'est pas plus performant que celui des adversaires, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Et Alpine, je pense que dès la Belgique, dès les Pays-Bas, ils vont avoir des problèmes de pièces. Parce que je pense que voilà, ils seront obligés d'avoir des pièces en plus. Mais vraiment, du côté d'Alpine, c'est pas normal d'avoir autant de problèmes de fiabilité, quoi. Ça fait, entre Alonso et Ocon, ça fait quand même beaucoup trop, beaucoup trop. Alors, ils ont de la chance, c'est qu'ils arrivent quand même à marquer des points. Là encore, Alonso fait 5e. Voilà, ils marquent beaucoup de points, mais ils pourraient marquer beaucoup de points avec 2 voitures, et ils en marquent beaucoup avec une seule. Ils pourraient être au niveau, voire largement devant McLaren, s'ils n'avaient pas eu autant de problèmes de fiabilité. Que de points perdus quand même par Alpine, à cause de tous ces problèmes de fiabilité. Et du côté d'Ocon, ça lui a pourri sa qualif, ça lui a pourri sa course. Donc vraiment, c'est dommage. Parce qu'il faisait vraiment un super Grand Prix jusqu'à ce moment-là. Il venait de dépasser Verstappen. Il avait vraiment un bon rythme. Voilà, je suis déçu pour Esteban parce que je pense qu'il méritait vraiment pas un week-end aussi difficile. On passe tout de suite au pilote au top. Contrairement à d'habitude, du côté des pilotes au top, on va avoir 4 pilotes au top, 4 pilotes flop aujourd'hui pour avoir une vidéo un petit peu plus courte. Je commence avec Carlos Sainz, première victoire en Formule 1 pour Carlos. Quel Grand Prix, quel week-end de Carlos Sainz, super qualif, où vraiment il a réussi à faire le chrono qu'il souhaitait, le seul sous les 1,41. Quand même, il colle 3 dixièmes à Leclerc. Donc déjà, c'était bien, c'était satisfaisant. Et puis derrière, 2 envols très compliqués quand même. Sur les 2 départs, il s'en sort pas très bien, Sainz. Mais beaucoup d'agressivité. Et c'est la première fois quand même depuis le début de saison qu'on voit Verstappen presque laisser la main, relâcher, parce que face à lui, il a un mec qui est encore pire que lui. Ensuite, il profite également des problèmes mécaniques de Verstappen. C'est pour ça que je ne mets que 17 sur 20. Pas une meilleure note, parce que c'est vrai que normalement, si Verstappen n'a pas ces problèmes mécaniques, il aurait du mal à aller chercher Verstappen, qui profite des malheurs de Verstappen, des malheurs de Leclerc aussi, pour gagner cette course. Il profite également de la bagarre
pour le podium, également en fin de Grand Prix, ce qui lui a permis de prendre beaucoup d'avance en fin de course. Mais pour le Sainz, ça va débloquer quelque chose au niveau mental. C'est vraiment un très beau week-end pour lui. Forcément, sa première victoire, il s'en souviendra. Mais il était passé tellement proche derrière Pierre Gasly à Monza, où ça se joue à 1 seconde et demie, même pas. Il est passé plusieurs fois proche de la victoire Sainz dans sa carrière. Enfin, il a sa première victoire en Grand Prix. Et ça, on ne pourra pas lui retirer. Et puis, Carlos, il a fait un week-end quand même plutôt solide. Même si tout n'est pas parfait encore une fois. La voiture qui se déporte pendant le Grand Prix, des essais libres aussi où tout n'était pas parfait. Mais le week-end était quand même beaucoup plus propre que lors des dernières courses. Donc ça, c'est très intéressant. J'ai mis Sergio Pérez en top aussi. Pourquoi Sergio Pérez, auquel j'ai mis également un 17 sur 20. Il s'en sort extrêmement bien en course. C'est là où on voit que c'est un pilote du dimanche. Je dis, pourtant, il n'est pas chauve, enfin chauve avec une barbe rousse, comme une chaîne YouTube du même nom. Parce que c'était quand même super mal embarqué. Quand tu vois ses qualifs, il est vraiment pas à l'aise dans la voiture, il n'arrive pas à faire un chrono potable. Et pourtant, au Q3, il arrive à faire 4e. C'est presque un miracle de se qualifier devant Hamilton. Parce que vraiment, Pérez, pendant tout le week-end, en difficulté, là aussi, déjà à la qualif, il s'en sort bien. Mais il est quand même à 6 dixièmes de Verstappen. On va vous dire que c'est un océan. Et son début de course, pas bon non plus. Il s'arrête au stand, ça se passe pas bien, changement d'aileron. Et il a du mal à avoir du rythme avec les hards. Sauf que le safety car, pour lui, ça a été fantastique. Ça lui a sauvé sa course. Et après, derrière, c'est Pérez, pilote agressif quand il faut l'être, pilote qui est capable de faire des super dépassements. Et là, derrière, il est 2e. Et en plus, Verstappen marque pas beaucoup de points. Alors, il remonte un petit peu au classement sur son adversaire. Je rappelle quand même que Pérez, quand il a fini des courses, son pire résultat, c'est 4e. Donc, c'est vraiment super de la part de Pérez. Il remonte au classement. Il apporte quand même, là encore, des gros points pour Red Bull au niveau du classement constructeur. Donc c'est vraiment un très très bon week-end de la part de Pérez, surtout un très bon Grand Prix, alors que c'était très mal embarqué. Hamilton 16 sur 20. J'ai l'impression qu'on a enfin réglé les problèmes de cette Mercedes. Il a été vraiment très bon ce week-end, Lewis. Il a vraiment sorti une très grande qualif. Il fait 5. Il était presque même déçu en qualif, mais je trouve qu'il fait une grande qualif. Devant Russell, il colle quand même 1 dixième et demi à Russell. Et surtout, on l'a vu beaucoup plus à l'aise dans la voiture en qualif et en essai. Donc vraiment très satisfaisant. Et puis en course, ça reste Hamilton. Il a pris beaucoup de plaisir, il l'a dit en interview. Moi, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à regarder sa course. Et ça reste un champion du monde. Ça reste un mec qui est capable de se transcender, de sortir un super week-end et de faire une magnifique course. Voilà. Et là, il nous a montré qu'il n'était pas mort. Quel Grand Prix, quand même, d'Hamilton. Quelle course. Quelle bagarre dans le peloton. Moi, vraiment, il m'a émerveillé ce Grand Prix, Hamilton. Podium en plus à domicile. Et puis, il fait un peu fermer sa gueule à Nelson Piquet. C'est pas plus mal non plus. Ça fait toujours plaisir. Voilà, super week-end. Et même dans sa manière de parler de Nelson Piquet. Je trouve qu'il a été très intelligent, très mature. Qui fait en plus un super Grand Prix. Donc voilà, chapeau, monsieur Hamilton. J'ai adoré votre course. J'ai adoré votre week-end. Et puis, j'ai l'impression que chez Mercedes, on a apporté vraiment un gros pack d'évolution. J'ai l'impression que ça marche très très bien sur la voiture. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se passer dans les prochains Grands Prix. Est-ce que Mercedes a enfin lancé sa saison lors de ce Grand Prix de Grande-Bretagne? Parce que ça peut être intéressant pour arbitrer peut-être un match Ferrari-Red Bull. Il ne faudra pas que Red Bull perde beaucoup de points non plus sur Ferrari.
Donc ça peut être très sympa à regarder. Je termine avec Schumacher. Premier point F1 pour Mick Schumacher. Alors certes, le week-end n'est pas parfait. Loin de là pour Mick Schumacher. En qualif, c'était pas exceptionnel de la part du pilote allemand. Mais 8e de ce Grand Prix, il a saisi l'opportunité d'aller marquer des points. Voilà, premier point F1, il finit devant Vettel. Juste derrière Verstappen. Et il a eu du pot Verstappen que Schumacher n'ait pas tenté le tout pour le tout. Parce que sinon, ça aurait pu être une catastrophe. Et du côté de Mick Schumacher, vraiment un bon Grand Prix ce week-end. Le week-end n'est pas parfait encore une fois. Il est parfois derrière Magnussen, notamment en qualification encore. Et l'écart en qualification, pour moi, est trop important. Mais au moins, il a fait un bon Grand Prix. Et au moins, il pourra dire qu'il a marqué des points en Formule 1. Et il a fait une bonne course. Vraiment, j'ai bien aimé quand même la course de Schumacher. Quand on l'avait à l'image, je trouve vraiment que c'était très intéressant. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on va essayer d'aller assez vite. Je commence avec Charles Leclerc. Alors Charles Leclerc, je lui ai quand même mis une bonne note, on va dire, pour un bonnet d'âne, parce que la bonnet d'âne, c'est surtout sur mon ressenti. C'est pas sur la note, toujours que c'est bonnet d'âne. J'ai mis 14 sur 20 pour Leclerc. Mais putain, Ferrari lui a encore saccagé son week-end. Hein. Enfin, en course, Ferrari, la stratégie, ils ont chié dans la colle. Enfin, encore une fois, mais c'est vrai que Charles Leclerc, le nombre de points qu'il a perdu à cause de Ferrari, c'est dur. Là, ça fait beaucoup, là, quand même. Beaucoup trop. Et je comprends que le Monégasque soit énervé, alors... Je trouve quand même, c'est là où on voit que, bon, il a gagné en maturité, ce qui est normal, et en expérience. C'est que je pense qu'il y a 2 ans, il aurait défoncé tout le monde en conférence de presse. Là, il a été plus soft. Mais tu vois que là, ça peut plus passer, quoi. Là, ça peut plus passer de lui saccager à ce point sa saison. Il perd encore des points sur Perez. Alors certes, il gagne un peu sur Verstappen, mais pas suffisamment pour revenir. Vous avez Leclerc, Sainz qui revient sur lui, enfin... Même qu'ils finissent 2, j'aurais pas trouvé ça horrible. Mais là, 4e, du fait qu'on a raté la stratégie et qu'on l'a laissé avec des pneus hard, non, c'est pas normal. Comme le disait Franck Montagny, encore une fois, Ferrari a fait une bêtise. Et on peut quand même se poser la question chez Ferrari, je l'avais pas mal dit l'année dernière et l'année d'avant, est-ce que Mattia Binotto est l'homme de la situation? Est-ce que c'est vraiment un leader? Mattia Binotto, je suis pas sûr. Il faut un meneur d'hommes chez Ferrari. Plus que dans d'autres équipes, je pense qu'il faut vraiment un peu ce que faisait Jean Todt. Pas forcément un technicien, un vrai meneur d'hommes, un vrai capitaine. Mattia Binotto, c'est un technicien. Mais pour moi, c'est pas un meneur d'hommes. Et là, je pense que c'est ce qui manque à Ferrari depuis plusieurs courses, c'est un meneur. C'est un vrai meneur, un vrai capitaine. Et je pense que c'est un problème. Et là, la stratégie autour de Leclerc, catastrophique. Et c'est dommage parce que Leclerc, il faisait une super course. Vraiment, avec un beau rythme. En plus, malgré une voiture défoncée. Donc, ouais. Là, j'ai pas compris. Verstappen, rien n'a fonctionné ce week-end. Rien n'a fonctionné ce week-end. Ça commence dès avant le Grand Prix avec le beau-père et sa copine qui soutient son beau-père. Ça déjà, tu sais que tu vas être sous le feu des projecteurs à ce moment-là. Vendredi, le pire vendredi qu'ils ont eu depuis le début de saison chez Red Bull. Mais vraiment une voiture inconduisible. Voilà, vraiment aucune confiance dans la voiture. Bon, samedi matin, ça se passe mieux. Samedi après-midi, il fait la pole, malgré quand même un 360, avec une voiture qui quand même est pénible à piloter sous la pluie. Et puis là, en course, tout se passait presque bien jusqu'à ce qu'ils prennent la tête de la course et que Tsunoda décide de faire 360 avec Pierre Gasly et que je pense que ça a dû laisser peut-être des pièces de carbone à un parti sur la piste et que ça a pété un petit peu le fond plat de la voiture et qu'il a perdu beaucoup d'effets aéros sur la voiture. Et à partir de ce moment-là, le Grand Prix a été
beaucoup plus compliqué. Le changement de pneus n'a pas été très bien fait. Là, ça s'est pas bien passé du côté de la Red Bull. Et à partir de ce moment-là, la course a été très compliquée pour le Néerlandais. Et ça a été dur, vraiment. Vraiment une course compliquée, quoi. Vraiment le Grand Prix de merde, un petit peu. Ça, c'est triste pour lui parce que bah, voilà, on aurait voulu vraiment un Grand Prix meilleur pour Verstappen, mais encore une fois, tout a été compliqué. Et puis après, bah, il a été énervé, je pense, frustré par ce week-end et sa défense sur Schumacher. Pour moi, c'était vraiment limite et ça aurait valu au moins un point d'amende sur son permis. Vraiment, la défense, c'était trop sur le coureur allemand. Et puis, on termine avec deux gros flops. Tsunoda. J'ai mis combien, Tsunoda? J'ai mis 3. Voilà. Ça aurait pu être un super week-end pour une super course pour AlphaTauri avec 2 voitures dans les points. Ils auraient pu faire 7 ou 9 ou 7 et 8 ou même 6 et 7. Donc vraiment beaucoup de points sur une année où ils galèrent vraiment AlphaTauri avec la voiture. Et le mec pète tout en tentant une manœuvre de dépassement extrêmement compliquée, où on sait qu'à cet endroit-là, tu as de grandes chances de partir en tête à queue quand tu es dans cette position-là. Enfin, là, c'est inadmissible. C'est inadmissible de faire perdre autant de points à son équipe. C'est pas comme si AlphaTauri, ils avaient beaucoup de points comme ça à balancer par les fenêtres. Non. Ils sont dans une situation pas bonne aujourd'hui. Et là, on fait comme ça avec les points. Je suis désolé, mais pour moi, c'est inadmissible. Pour moi, c'est catastrophique. Et je suis désolé, mais Tsunoda, là, il va falloir vraiment qu'il fasse de très très bonnes courses à l'avenir. Parce que bon, en Formule 1, j'ai peur que si AlphaTauri décide, Red Bull décide, c'est torché, c'est fini, que ça soit très compliqué pour lui. Mais pour moi, il a un comportement immature pour la Formule 1. Mais parce qu'il est arrivé trop jeune. Il n'était pas encore prêt pour la Formule 1. Il aurait dû faire une deuxième saison en F2. Il n'a pas fait de deuxième saison en F2. Bah voilà. Peut-être qu'il n'aurait pas confirmé lors de sa deuxième saison de Formule 2. Mais on l'a envoyé tout de suite en F1. Et depuis, il a un comportement qui est immature, qui n'est pas acceptable pour de la Formule 1. Là, envoyer son équipier en tête à queue. Et je dis pas ça parce que c'est Gasly. Vraiment, je pense d'un point de vue comptable pour AlphaTauri, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et après, derrière, en plus, il n'avait pas de rythme de course. Certainement aussi parce que sa voiture a été endommagée lors du premier départ. Mais c'est intolérable de faire ça, quoi. C'est inadmissible en F1 d'envoyer son équipier au casse-pipe. Et puis, dernier flop, c'est Ricciardo. Complètement perdu. Ce week-end, il était nulle part en termes de performance. Donc, voilà, complètement dominé par Norris. Il finit quand même avant-dernier du Grand Prix. Voilà, devant Tsunoda, derrière Latifi, qui pourtant n'avait pas un grand rythme de course. Il n'y en a que 14 à l'arrivée, finit 13. Enfin voilà, son équipier finit 6. Il est nulle part. L'écart de place a été le même pendant tout le week-end entre Ricciardo et Norris. Là aussi, il y a un moment, faut se remettre en question, quoi. Enfin, quand tu pars 14e sur la grille de départ, quand ton équipier part 6, enfin voilà, il y a un vrai problème. Moi, je ne vois pas comment Ricciardo va pouvoir rester en Formule 1. Je ne vois pas comment. Et chez McLaren, le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de possibilités, mais ça sera peut-être Oscar Piastri. Mais là, je vois pas comment il va pouvoir rester en Formule 1. Il est nulle part au niveau performance. Donc, à un moment, je pense qu'il faut arrêter les dégâts, quoi. Faut arrêter. Parce que... Enfin, là j'ai rarement vu quand même un écart de performance aussi important. Et depuis le début de saison. Alors au départ, on disait oui, il n'a pas pu faire les tests de pré-saison à Bahreïn, mais là, c'est qu'il ne comprend pas le mode d'emploi de la voiture, il n'arrive pas à s'adapter à la voiture. Et
c'est le cas depuis son début de carrière en Formule 1. Dès qu'il a, à part chez Red Bull, la première année chez Red Bull où il avait été hyper fort, mais dès qu'il y a un changement de réglementation, dès qu'il change d'équipe, il s'en sort pas. Et à un moment, voilà, à un moment, c'est plus possible, quoi. Quand on est en F1, on attend à ce qu'on arrive à passer ce cap rapidement. Donc là, c'est pas normal. Et puis je termine avec le classement, les différents classements. On commence avec le classement pilote. Verstappen en tête avec 181 points devant Perez 147. On retrouve ensuite Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton 6e avec 93 points devant Lando Norris, qui est dans un deuxième peloton avec Bottas qui a abandonné, Ocon et Alonso. Du côté, Pierre Gasly est 11e et Mick Schumacher marque enfin ses premiers points en F1. Il passe donc 17e au classement du championnat du monde. Désormais, seul Latifi n'a pas marqué de points cette saison. Du côté des pilotes titulaires, bien entendu. Du côté du classement constructeur, c'est Red Bull qui mène avec maintenant avec toujours une belle avance sur Ferrari, même si elle s'est un peu réduite. On retrouve ensuite Mercedes, McLaren qui voit quand même Renault rester très proche, et puis Alpha qui est maintenant un petit peu lâché dans ce groupe pour la 4e place avec le double abandon. AlphaTauri est 7e avec là aussi 0 points marqués. Et Haas fait la bonne opération du jour avec 20 points désormais au classement du championnat du monde. Il repasse devant Aston Martin. Williams est 10e avec 3 points. Ils n'ont pas réussi à en marquer ce week-end. C'est un peu dommageable pour la firme britannique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans la description, vous retrouvez les notes pour les autres pilotes dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo. Et puis nous, on se retrouve donc pour le Grand Prix d'Autriche le week-end prochain. Je pense que le débrief aura le même format qu'aujourd'hui. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.